Salut les barbus, c'est Marco de la chaîne Barbune Game, votre chaîne de présentation de règles, tutos, unboxing dans l'univers de la figurine et du jeu en général. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe Salut les barbus. et on va vous présenter les Asgardiens pour le jeu Marvel Crisis Protocol. Alors Philippe, qu'en dis-tu de commencer par Thor? Effectivement, Thor, c'est le leader de cette affiliation, un personnage particulièrement important dans l'univers Marvel. Thor, c'est un personnage qui est apparu pour la première fois en 62 dans Journey to Mystery numéro 83, qui a été créé par Stan Lee, Jack Kirby et Larry Lieber, qui est le frère de Stan Lee. Mais on voit dans ce personnage surtout la marque de Jack Kirby, qui est un dessinateur majeur chez Marvel et dans l'univers des comics d'une manière générale. C'est un féru de mythologie, entre autres de mythologie nordique. Il avait déjà mis en scène Thor, mais le dieu asgardien et pas le super-héros, dans des comics précédemment. Et c'est lui qui va vraiment modeler tout l'univers d'Asgard. Il est fan de civilisations avancées, mythologiques, etc. Et donc, chez Marvel, Thor, c'est effectivement un extraterrestre, puisque les Asgardiens sont une race d'extraterrestres très évoluée. Et le père de Thor, Odin, voulant apprendre à son fils l'humilité et la simplicité, va le priver de ses pouvoirs, qu'il va enfermer dans son marteau, Mjolnir. Il va exiler Thor sur Terre, dans le corps d'un médecin boiteux, et il va le priver de sa mémoire. Donc pendant plusieurs années, Thor va vivre dans le corps de Donald Blake. Il va vivre une vie normale, jusqu'au jour où il va partir faire du tourisme en Norvège. Il va se faire attaquer par des extraterrestres en Norvège, ce qui arrive souvent dans ce pays. Il va venir se réfugier dans une grotte, et c'est là qu'il va trouver le marteau Mjolnir. Quand il va s'en saisir, il va retrouver l'ensemble de ses pouvoirs, et petit à petit retrouver la mémoire et retourner sur Asgard. Donc Thor, il a été un membre fondateur des Vengeurs. Il y a eu énormément d'aventures depuis. Moi, s'il y a un arc que je vous conseille de lire, un arc récent, ce serait le Unworthy Thor, où Thor n'est plus digne de porter le marteau Mjolnir. Ça va être Jane Foster, sa petite amie, qui va s'en saisir, qui va devenir un Thor féminin. Et à côté de ça, Thor va continuer à avoir ses aventures loin d'Asgard. Et cet arc qui a été écrit par Jason Aaron est vraiment un très 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 bon cru sur les dernières publications. Donc si vous avez l'occasion de lire quelque chose de récent sur Thor, c'est ce qu'il faut faire. Je suis d'accord avec toi. Moi, je connaissais Thor plus par rapport au film. Et apparemment, le personnage n'a complètement rien à voir avec ce qu'on peut en voir dans les films. Effectivement, le caractère de Thor dans les BD, c'est vraiment quelqu'un de très noble, de très lié à la notion d'honneur et de respect. Dans les films, ils ont donné un petit côté un peu plus californien, on va dire, au personnage, un peu plus cool et détendu. Mais bon, c'est quand même un personnage très intéressant dans les films. C'est sûr. Bon, après, moi, je le trouve plutôt sympa dans le film. J'apprécie bien ce personnage. Mais c'est vrai que quand tu m'as dit qu'il était médecin, à la base, je m'attendais pas à ce qu'il soit médecin dans les BD, quoi. En fait, il n'y a pas cette notion-là dans le film, pas du tout, quoi. Non, le nom de Donald Blake est cité dans le premier Thor, mais il est juste cité à un moment où Thor veut se trouver un nom d'identité terrien. Mais le côté vie humaine n'a pas été développé du tout dans les films. Et d'ailleurs, en plus, sur la carte du personnage, c'est noté Thor Odinson. Odinson, donc, ouais, donc le fils d'Odin. Ouais. Désolé pour mon anglais. Je l'ai dit à la française. Pas de souci. Donc du coup, ils considèrent pas que, enfin, dans le jeu, c'est pas le même Thor. C'est pas Blake, quoi. C'est pas le médecin. Effectivement, il est pas décrit dans ce côté-là. D'ailleurs, même dans les BD actuels, le côté Donald Blake a été abandonné, je pense, à la fin des années, début des années 90, fin des années 80, où Thor était uniquement le dieu et plus du tout le médecin terrestre. Ça marche.
Bon, bah, je propose qu'on passe à la feuille de personnage. Tout est fait. Alors, Thor, c'est le capitaine des Asgardiens. Le commandant, je crois que c'est le terme Le exact. terme utilisé, oui. Et donc, du coup, on a un Thor qui vaut 5 points de menace. Donc, c'est un commandant qui est relativement cher. Mais qui, pour moi, est cette figurine. Et déjà, la figurine est juste magnifique. La figurine de Thor est magnifique. Je sais pas ce que tu en penses. Non, tout à fait. La gravure est très, 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 très chouette. La position assez dynamique. Donc, elle est à la hauteur Elle est à de la hauteur du légende du personnage. personnage. Mais bon, un peu embêtante à monter quand même. J'ai eu l'occasion de la monter récemment et j'avoue que bon, c'est pas celle qui fait partie des plus faciles, on va dire. C'est pas la plus difficile, mais effectivement. Ouais. Alors, en termes de stats, on a 6 points de vie, il se déplace en M, il fait taille 2 et les stats de défense c'est 4-4-3. Il a une attaque qui vaut 0, une autre attaque qui vaut 1, une attaque qui vaut 6 pouvoirs. Alors, je propose d'abord, avant d'aller jeter un coup d'œil sur les attaques, qu'on regarde sa capacité de commandement. Donc, Prince d'Asgard. Au début de chaque tour, un personnage allié peut dépenser un pouvoir. S'il le fait, retirer une blessure ou une condition spéciale de ce personnage. Chaque personnage allié ne peut utiliser cette capacité de commandement qu'une fois par tour. Bah moi déjà, rien que cette capacité de commandement, je la trouve super. Je sais pas ce que toi t'en penses. Bah, effectivement, comme en plus, la plupart des personnages de cette affiliation ont pas mal d'endurance, pas mal ils peuvent prendre déjà naturellement pas mal de dégâts. Quand on ajoute en plus cette capacité de se soigner une fois par tour, ça leur donne une longévité qui est très appréciable. Et j'enchaîne avec la compétence Asgardien qu'on va retrouver sur tous les Asgardiens qu'on va présenter tout à l'heure. Pendant la phase de pouvoir, ce personnage gagne un pouvoir supplémentaire, ce qui nous donne 2 pouvoirs par tour. Donc 2 pouvoirs par tour en sachant que en gros, sa capacité de commandement, il peut se soigner une fois par tour gratuitement au final comparé à un autre personnage qui n'est pas Asgardien. Mmh. Ouais, tout est fait. Et c'est vrai que on le verra aussi avec les personnages. On est sur des personnages qui sont quand même qui ont besoin de pas mal d'énergie. Donc cette compétence qu'ils ont tous est quand même assez précieuse compte tenu de leur fiche. Donc je propose de passer à sa première attaque qui est coup, donc il fout un coup dans ta gueule, j'ai envie de dire. Donc portée 2, donc ça c'est une faible portée, hein. Portée 2, il faut vraiment être à côté. En revanche, 6 dés de base, et c'est une des plus grosses attaques de base à coup 0 qu'on nous permet d'avoir 6 dés. Bon, après la résolution de cette attaque, il gagne autant de pouvoir que de dégâts infligés, donc ça c'est plutôt pas mal. Et surtout la capacité de port, pour moi, c'est le lancer. Parce que rappelons que lancer une figurine, ça permet en fait que la figurine lancée se prend un dégât, mais surtout que si on la fait taper sur une autre figurine, enfin si elle va s'écraser sur une autre figurine, l'autre figurine va se prendre le dégât de sa taille plus 1. Enfin, donc du coup, ça c'est quand même plutôt pas mal. Un exemple, si j'envoie, imaginons mon Thor attaque un autre Thor de taille 2, et que je l'envoie sur un autre personnage, et ben il prendra automatiquement 3 touches et devra forcément se défendre sur ces 3 touches. Et s'il esquive pas, bah, c'est d'autant plus de dégâts. Et 3, il me semble que c'est plus ou moins la moyenne d'une attaque à 4 dés, il me semble. Non, c'est 5 dés. 5 dés, on fait plus ou moins 3 de moyenne. C'est ça. Donc, si on se débrouille bien avec Thor, déjà, on fait mal à la première figurine qu'on a tapée, et il se prend un dégât. Bon, il faut quand même tomber sur l'effet, donc il y a une chance sur 8 de tomber sur cet effet. Avec 6 dés, tu as 55% de chance d'avoir au moins un effet parmi ton jet. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et après, derrière, ben, hop, la figurine, s'il y a l'effet, elle se reprend un dégât supplémentaire sur les 6 premiers dés envoyés, plus tu fais une deuxième attaque avec 3 touches, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Je parle la moyenne, parce que la moyenne des gars, c'est à peu près 2 en taille. Maintenant, il y a des gars qui font 3, et là, ça commence à devenir super intéressant quand on envoie balader des mecs qui font 3 en taille. Sachant qu'en plus, cette attaque permet de lancer des personnages jusqu'à la taille 4, c'est-à-dire tous les personnages existants à date, il y a personne qui soit plus grand que 4. Donc c'est vraiment assez précieux. C'est excellent. Moi, pour moi, Thor, je suis super séduit. Je kiffe et la figurine, je kiffe le personnage. C'est un must-have. Deuxième attaque, lancer de marteau. Distance 5. Le nombre de dés 5 pour 1 de pouvoir. Donc en gros, chaque tour, il peut la sortir.
comme il se fait 2 pouvoirs par tour. Mhm. Et après la résolution de cette attaque, le personnage ciblé reçoit la condition choqué. Est-ce que tu peux nous faire un rappel de ce que c'est choqué? Oui, tout à fait. Choqué, ça veut dire que ton adversaire lance un dé en moins pour toutes ses attaques. Donc, tant qu'il porte cette condition. Ou bien on l'oblige à utiliser en fait une action pour s'en pouvoir séparer. se séparer de choquer. Donc c'est encore une attaque qui est plutôt pas mal. Et en fait, bon, après coup, il faut être quand même à distance 2. Donc comme je disais, c'est assez proche. Là, on a une attaque à distance 5. Et je t'imagine bien le fluff de Thor qui envoie son marteau à toute vitesse. Et enfin, moi, je trouve cette attaque qui est excellente. Et sachant que cette condition spéciale, il l'a de toute façon, quel que soit le résultat de dé. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un effet sur son jet de dé pour choquer l'adversaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Dernière attaque, qui est une attaque énergétique. Dieu du tonnerre, c'est une attaque qui est à portée autour de soi à distance de 2. Elle coûte 6. Bon, c'est relativement cher. Mais j'ai envie de dire, s'il y a pas mal de figurines qui sont en train de contester un jeton pour sécuriser une zone, bah ça permet d'arriver et foutre le bordel direct, quoi. Allez, tac, j'arrive, bim, 7D, et tout le monde se prend 7D. Alors, faut faire attention parce que cette attaque n'esquive pas nos propres personnages. Donc, si on est à distance de 2 de Thor et qu'on a un allié de Thor, on se prend les dégâts comme les autres. Donc, c'est une attaque que j'utiliserai seul. Donc, il n'y aura pas forcément tout le temps l'occasion de l'utiliser. Et par son coût, et par le fait qu'il faut qu'il soit seul. Non, c'est vrai que ça est vraiment très très contextuel. Faut vraiment l'utiliser au bon moment. Donc cette attaque-là me séduit quand même un peu moins. Mais intéressant, ça peut nous sauver de situations très particulières. Enfin voilà. Je précise aussi qu'en phase blessée, il obtient 2 points de vie supplémentaires, donc il passe de 6 à 8. Pas d'évolution en termes d'autres compétences ou caractéristiques entre la phase normale et la phase blessée. Et pour moi, encore une attaque qui est super pétée, c'est pour Asgard. Pour 3 points. Action, ce personnage peut effectuer immédiatement une action de déplacement suivie d'une action coup. Si cette attaque inflige au moins un dégât, le personnage ciblé reçoit la condition spéciale déséquilibrée. Ce super pouvoir ne peut être utilisé qu'une seule fois par tour. Déséquilibré, si tu perds une action. On est d'accord là-dessus. Tu ne peux rien faire d'autre que te rétablir le tour suivant. Voilà. Tu perds une action pour te rétablir. Donc ça, c'est énorme. Un dégât, bon, avec cité, je pense qu'on... Enfin, si on le fait pas, c'est vraiment pas de chance, en vrai. Mais il y a de fortes chances qu'on mette un dégât. Et en plus, il se déplace de M, il tape, il fait un dégât. Et si tu as 55% de chance de faire ton effet, en plus, tu renvoies la figurine derrière. Donc c'est quand même excellent. Enfin, moi, ça te fait quand même une portée pas mal. Entre M plus la portée 2, il se déplace quand même pas mal, quoi. Seul inconvénient, c'est que premier tour, tu peux pas l'utiliser. Si tu joues en faction Asgard. Parce que 3 points et t'auras que 2 points. Mais je tease un peu parce que je le trouve intéressant de jouer aussi chez les Avengers. En tout cas, chez les Avengers, dès le premier tour, tu peux faire pour Asgard. Et ça, pour moi, c'est un... de Captain America. Ouais, pour moi, c'est un super bon personnage de base. Et en plus, si tu le joues avec les Avengers, dès le premier tour, il peut faire vraiment mal, quoi. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur Thor ? Non, c'est un personnage très solide, hein, parce que avec 6 et 8, c'est pour ce prix-là, pour le prix de 5 menaces, c'est le personnage le plus résistant de tous. Il frappe fort, il est capable de frapper assez fort, donc, et sa compétence effectivement de commandement, elle est vraiment très beaucoup de valeur. Bah ouais, on s'est pas trop attardé, mais enfin retirer des compétences, des trucs spéciaux, des conditions spéciales et retirer des blessures, ça peut être super utile à certains moments stratégiques de la partie. Et un pouvoir, c'est pas cher, quoi. On voit même sur les cartes de stratégie, de soins, etc. Ça coûte plus ou moins un pouvoir le dégât enlevé, hein. Donc on est dans les coups classiques, donc c'est plutôt pas mal, moi je trouve. Je propose qu'on passe à la Valkyrie, qui est aussi une des meilleures figurines du jeu, précisons-le. Donc je te laisse nous présenter Valkyrie.
C'est un personnage que j'aime à la fois en termes de jeu et à la fois en termes de comics. La Valkyrie, c'est un personnage qui est apparu pour la première fois dans Avengers 83. En décembre 70, mais c'était pas tout à fait la véritable Valkyrie, puisqu'il s'agissait en fait de l'Enchantress qui avait changé son apparence pour infiltrer les Vengeurs, et elle avait poussé les femmes Vengeurs à se rebeller contre les hommes Vengeurs, contre leur comportement machiste et sexiste, et donc elle avait créé une petite équipe, les Lady Liberators, qui s'en étaient pris aux Vengeurs masculins. Au final, l'Enchantress a été démasquée et tout est revenu, entre guillemets, dans l'ordre. Et ce personnage avait assez plu, et c'est 3 ans plus tard, en 1973, que la véritable Valkyrie est apparue. C'était dans les Defenders, dans les Défenseurs numéro 4. Donc c'est une Valkyrie venue d'Asgard, et elle va être un personnage majeur des Défenseurs pendant très très longtemps. Grosso modo, chez les Défenseurs pendant cette époque, en tout cas les New Defenders, il y avait le Doctor Strange qui était le chef de l'équipe, mais il y avait la Valkyrie qui était la chef de terrain. Grosso modo, quand il y avait des batailles à mener, etc., c'était elle qui menait généralement l'assaut. Et c'est un personnage féministe dans le genre, dans le sens très les femmes sont plus fortes, laissez passer les femmes devant, vous les hommes, vous avez peur de tout, etc. Donc c'est assez rigolo, assez sympathique. Et elle est restée... C'est une vraie femelle, quoi. Tout à fait, tout à fait, avant l'heure. Elle est restée comme ça, un personnage principal des Défenseurs jusqu'en 86, où, dans le dernier numéro des New Defenders, la Valkyrie meurt. Encore une fois, c'est une mort temporaire, hein, comme souvent dans les comics, puisqu'elle réapparaît 2 ans plus tard. Mais à partir de là, elle va apparaître beaucoup moins souvent. Et de manière sporadique, jusqu'en 2018, où il y a une nouvelle publication, Les Asgardiens de la Galaxie, qui est un espèce de mélange des Gardiens de la Galaxie et des Asgardiens, où elle va devenir à nouveau un personnage important dans l'intrigue, avec Angela, qu'on verra un peu plus tard. Et donc c'est comme ça que la Valkyrie est revenue un petit peu sur le devant de la scène. Elle est apparue dans Thor Ragnarok, mais dans une apparence très différente, un personnage très différent aussi sur le fond. Mais bon, c'est une variante, on va dire, de la Valkyrie qu'on peut voir dans le MCU. Bah oui, c'est aussi pour pouvoir proposer d'autres façons de voir les choses. Et on l'a vu avec Thor, à la base, c'est pas du tout les mêmes personnages. Donc, bon, moi, j'apprécie quand même les 2 personnages du MCU. Après, intéressant, faudrait que... Surtout ce côté un peu où elle dirige un peu les autres, je trouve ça intéressant. Faudrait que j'aille voir un peu, creuser un peu plus. Alors, du coup, je propose qu'on prenne la carte de personnage. Et donc, qu'on commence à regarder les stats. Et au niveau des stats, on est donc sur un personnage qui a 6 en santé sur sa face normale et 5 en santé sur sa face blessée. On se déplace à M, une taille de 2 pour 3 points de coup. Comment c'est le terme exact de menace. 3 points de menace. Donc voilà, on a 3-3-3 en termes de caractéristiques. Donc c'est un personnage moyen à coup 3 avec un peu plus de vie sur sa phase normale. La plupart des personnages à 3 ont plus 5 de points de vie que 6. C'est ça, elle a 11 en tout de points de vie si tu fais la somme des 2 faces, alors que la moyenne chez les personnages de menace 3 est de 10. Donc elle a un petit peu plus... Elle a un peu plus de points de vie. Donc pareil, elle a Asgardien, comme on l'a dit tout à l'heure, 2 pouvoirs au lieu d'1 à chaque phase de pouvoir. Et donc là, on a plusieurs attaques. La première attaque, portée 2, donc pareil, portée faible comme Thor, 5D et pouvoir 0. Après la résolution de cette attaque, le personnage gagne autant de pouvoir que de dégâts infligés. Donc la base, pas de truc spécifique sur cette attaque. Et après, elle a une deuxième attaque qui s'appelle Dragon Fang. 2 de portée, pareil, toujours une portée courte. La Valkyrie, il faut qu'elle aille au corps à corps. En dehors du corps à corps, ça va être compliqué pour elle. 7D, donc c'est plutôt pas mal, et 3 points de dégâts.
3 points de pouvoir, ce qui fait que c'est la seule attaque qu'on ne pourra pas jouer tour 1. Il faudra économiser ou qu'il y ait une attaque coup qui nous a fait gagner des points de dégâts pour pouvoir la sortir. Après la résolution de cette attaque, le personnage ciblé reçoit la condition spéciale de saignement. Donc on lui met un dégât à chaque activation. Et Rage, elle le retape une deuxième fois avec cette attaque si elle obtient un effet. Et ça, comme on le disait tout à l'heure, avec 7D, ça nous donne combien de chances d'obtenir un effet ? Tu as 61% de chances d'avoir un effet. Donc ça veut dire qu'en moyenne, cette attaque, elle fait 5,6 dégâts. C'est l'équivalent d'une attaque à 10 dés, grosso modo. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, on va revenir sur cette attaque parce qu'il y a une petite combinaison qui est sympa à faire avec. Force Asgardienne, choisissez un élément de terrain interactif ou un personnage de taille 2 ou moins et à portée 2 et lancez-le à une distance de S. Donc là, on a encore un personnage qui peut envoyer les autres sur d'autres personnages. Et ça peut être super stratégique. Pour moi, ce système-là de pouvoir lancer les personnages sur les autres, c'est des dégâts en masse. Et elle nous permet de le faire pour 2 pouvoirs, donc elle peut le faire dès le tour 1. Donc c'est quand même plutôt agréable. Après, elle a une charge. Rappelons que personnage comme Baron Zemo a cette faculté aussi, donc c'est la faculté de pouvoir se déplacer et attaquer direct. Donc ça, pareil, c'est génial. Il se déplace de M, plus la distance de 2 de l'attaque, et on a en fait une réglette qui est assez grande, et pour aller contester, on va dire, direct un objectif au milieu, je pense qu'il y a moyen qu'elle puisse foutre une tatane tour 1. Donc ça, c'est plutôt agréable. Après, on a Guerrière de légende. Pendant la prochaine attaque effectuée par ce personnage, il peut changer un dé en touche critique pour chaque résultat, non, un dé en touche normale pour chaque résultat critique et effet dans son jet d'attaque. Donc en gros, l'attaque à 7, si on lui cumule ça, elle va pouvoir forcément passer pas mal de dés. Bon, après, ça coûte quand même 2. Ce qui n'est pas négligeable. Je pense que ça joue plutôt en fin de partie, vers le tour 3 ou 4, que tout de suite. Quoi. C'est quand même 2 points bien investis. Donc effectivement, hein, lancer un personnage ou un décor quand on en a à portée de main, c'est très efficace. Là, si on n'a rien à portée de main, utiliser ces 2 points pour augmenter par exemple son coût de base, c'est comme si elle lançait 2 dés supplémentaires pour son coût de base en termes de statistiques. Donc c'est quand même plutôt 2 points bien investis. Ça marche. Et du coup, je précise juste quelque chose par rapport au terme de changer de dé. Rappelons qu'il est impossible de changer le crâne. Le crâne est un échec automatique et on ne peut pas le changer via ce biais-là. Donc cette compétence va nous permettre de changer 3 dés au niveau de l'attaque, ce qui va être le blanc, enfin même 2 dés en fait, le blanc et le bouclier. Donc c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je trouve que ça peut se révéler quand même assez utile. Hein. Je trouve que le ratio du coût de cette attaque, enfin de ce super pouvoir par rapport à l'avantage qu'il accorde, est assez rentable. Moi, je préférerais faire 2 attaques. Ouais. À un coup 3, bon, ok, 3 x 2, 6, et si on fait 3 plus 2, ça fait 5. Donc il faut avoir un pouvoir supplémentaire. Mais si j'ai ce pouvoir-là, je préfère l'investir comme ça c'est clair et net. Faire 2 attaques d'affilée de Dragon Fang, je pense que ça aura plus d'impact qu'une attaque avec la guerrière de légende. Bon, après, ça peut s'avérer utile si par exemple tu as besoin de te déplacer avant d'attaquer. Et là, tu as masse de pouvoir, on va dire, si tu es dans les derniers tours, il faut les consommer. Donc là, ça vaut le coup de les consommer à ce moment-là. Mais ça fait qu'au final, on a vraiment un personnage très qui a d'une part cette mobilité qui est offerte par charge et cette capacité à faire beaucoup de dégâts. C'est un personnage qu'on retrouve très très souvent dans les parties qui est sélectionné quasiment dans toutes les compositions. C'est un des personnages les plus joués. Et ça se comprend quoi. Elle, de base, elle a plus de points de vie, comme on disait, elle a une forte attaque, elle fait 2 pouvoirs, donc elle a pas mal de choses à son avantage, la Valkyrie. Ouais, très très bon personnage, et parmi les meilleurs, en tout cas dans le top des personnages du jeu.
Je propose qu'on passe aux cartes du pack. Donc là, on a présenté le pack, donc c'est Thor et Valkyrie que vous pouvez acheter ensemble. Alors, dans ce pack, on retrouve une mission. La peur s'empare du monde quand les Dînes terrorisent la ville. Menace 18, j'ai envie de dire tant mieux, parce que si tu veux jouer Asgardien, va falloir que tu aies des missions qui coûtent cher. Parce que sinon, ça va être compliqué de sortir une armée d'Asgardiens. Je vais pas m'attarder sur la mission. Si ce n'est peut-être juste pour faire un rapport avec le fluff, en fait, ça fait référence à un arc qui s'appelle Fear Itself, où Kul le serpent, qui est le frère d'Odin, va donner des marteaux à certains héros et vilains de la Terre pour s'attaquer aux Asgardiens. Et on va voir le fléau avec un marteau équivalent à celui de Thor, ou la chose aussi qui va avoir ce même marteau. Donc c'est assez rigolo, et c'est pas le meilleur arc de Thor que j'ai lu, mais il était assez rigolo. Ce côté-là était sympa. Non, mais elle est plutôt pas mal, la mission, mais c'est vrai que je trouve que les missions, en fait, faudrait faire une émission à part sur les missions pour en parler, plutôt que de débriefer sur les missions à chaque boîte, parce que en fait, ça dépend avec qui on joue. Ouais, ça a pas vraiment de sens. Alors, donc, on a Bénédiction d'Odin, qui peut être joué uniquement par des Asgardiens. Lorsqu'un personnage allié d'Asgard doit subir des dégâts par un effet ennemi, il peut dépenser 3 pour jouer cette carte. Réduisez les dégâts subis de 1. Donc on va pas se leurrer, avec un pouvoir de la compétence de commandement de Thor qui nous permet de payer 1 pour se régénérer de 1. Je trouve que cette bénédiction d'Odin, elle est chère. La carte est stylée, elle est très jolie, mais je la jouerai quasi jamais, voire jamais. D'accord. Voilà. Et après, on a donc Thunderwave. Et ça, pour moi, c'est plutôt une carte qui va se jouer dans l'affiliation des Avengers avec un Captain America en personnage de leader. Et là, on a une vague de tonnerre, donc une attaque qui ricoche sur le bouclier de Captain America. Donc il faut être à distance 1 de Captain America, donc ce qui nous permet de gratter un petit peu de distance sur une attaque. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est une attaque à effet de zone, pas autour du personnage, mais autour de la réglette. Tout ce qui est touché par la réglette, ça va permettre de pouvoir toucher pas mal de personnages. Moi, je trouve l'idée plutôt sympa, ça coûte pas cher, ça coûte 2 pouvoirs. Moi, je trouve ça bien. Je sais pas ce que t'en penses. En tout cas, si je dois prendre cette composition, si j'ai Thor et Captain America dans la même composition, je pense que je la prendrai la carte. Moi, j'aime bien le côté cinématique. On imagine très bien Thor envoyer son éclair sur le marteau. C'est le genre de truc qui me plaît, moi, quand je joue, clairement. Ouais, carrément. Moi, je trouve ça chouette. Et l'attaque est rentable 6D avec une portée de 5. Il y a moyen de bien caler des gars et bien faire mal, je pense. Je propose qu'on passe à son frérot, Loki. Peux-tu nous présenter ce personnage ? Ouais, donc Loki, l'ennemi, le frère ennemi de Thor, est apparu en même temps que lui, en 62. Donc c'était l'antagoniste principal de Thor. C'est intéressant de noter que c'est grâce à Loki qu'on a les Vengeurs, les Avengers, puisque c'est à cause de lui que les plus grands héros de la Terre se sont réunis pour lui botter le train. Pour le fracasse. Voilà. Donc c'est un personnage qu'on retrouve effectivement dans la mythologie de Thor, mais aussi assez fréquemment chez les Avengers et face à d'autres héros de l'univers Marvel. À lire, ce qui est intéressant, c'est le crossover Siège en 2010, où Asgard a été détruit et reconstruit, a été rebâti aux États-Unis, et où Norman Osborn, qui a pris la tête du Shield, essaye d'attaquer Asgard. Et donc au cours de ce crossover, Loki va mourir, mais il meurt pas vraiment, puisqu'il revient très rapidement, et il revient sous une autre forme, c'est-à-dire qu'ils ont adopté un petit peu le look du MCU pour Loki, après cette mort, où on a un Loki plus jeune, ça va être Loki agent d'Asgard, et un Loki un peu moins manichéen et un petit peu plus proche du personnage des films du MCU.
un anti-héros plus ou moins. Bien entendu, il est égoïste et il est menteur, mais il n'est pas si mauvais que ça, ce qui n'était pas le cas par le passé. Moi, j'aime beaucoup ce personnage. Enfin, je le connais bien au travers des films, et j'avoue qu'au travers des films, il m'a beaucoup plu, quoi. J'aime bien ces petits jeux. J'aime bien. Il est intéressant à voir. Non, c'était un personnage que j'ai beaucoup aimé dans le premier Thor, et dans les films solo de Thor, c'est toujours le personnage qui s'en sort le mieux. Donc la version MCU est assez puis séduisante. l'acteur, il joue quand même plutôt pas mal hein, dans le MCU. J'aime bien son jeu d'acteur. Alors, je propose qu'on passe à la carte de Loki, à moins que tu veux nous raconter encore une petite histoire. Non, on va passer la carte. Alors, du coup, en termes de cartes, on a un personnage qui coûte 4 en menace. Donc, c'est un personnage un peu plus cher que la moyenne. 5 en santé, placement M, taille 2, 3, 3, 4. Et sur sa face blessée, qui est totalement identique en termes de stats. On a 3 attaques. Donc, une attaque physique, une attaque énergétique et une attaque psychique. Rappelons qu'il y a très peu de personnages qui ont des attaques psychiques, et il fait partie de ces personnages-là. Comme les autres, il a Asgardien, donc il se fait 2 phases, 2 pouvoirs par phase de pouvoir. Et il a aussi une autre capacité qui est porteur de gemmes. Il peut porter la gemme de l'esprit et de l'espace. Alors, on reviendra peut-être sur le sujet des gemmes plus tard. En termes d'attaque, on va commencer par son attaque de base. Donc portée 2, fight de 5, coup 0. C'est exactement la même attaque que Valkyrie. Deuxième attaque, coup 0. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on a une attaque de rayon avec une distance de 3 et 4 dés. Et si cette attaque inflige des dégâts, après la résolution de cette attaque, le personnage ciblé reçoit la condition spéciale ralentie. Est-ce que tu peux nous dire ce que fait cette compétence ? La compétence spéciale ralentie t'oblige à utiliser la barrette de mouvement S pour tes déplacements, sachant que avec cette attaque contre un personnage qui a une défense de 3, qui est à peu près la défense moyenne, il a 62% de chance de faire au moins un dégât. Donc autant dire que ça peut arriver régulièrement. Okay. Et du coup, si nous on joue Loki, on va obliger notre adversaire à se déplacer en quinconce et non pas à faire en sorte que ces personnages se regroupent. Parce que s'ils se regroupent, on va pouvoir soit qu'ils utilisent une action, soit qu'ils puissent se déplacer à S, et ça peut être très très gênant. Sa dernière attaque, 3 points de pouvoir, portée 4, ce qui est plutôt raisonnable, c'est une très bonne portée même. Et on a 6 dés. Par contre, 2 effets hypnose. Quel est le pourcentage de chance d'avoir 2 effets sur 6 dés ? On a 17% de chance d'avoir 2 effets, donc c'est assez rare. Donc c'est plutôt rare. Et on a, après la résolution de cette attaque, vous pouvez avancer le personnage ciblé de sa valeur de vitesse. Tous les autres personnages à distance 2 de ce personnage subissent 1. Bon, on va dire que l'effet il est pété, mais ça peut être marrant parce qu'on peut fracasser un peu de dégâts, mais autant dire que pour moi ça tombe jamais quoi. Enfin moi je pense que si je joue Loki, je suis le genre de joueur où ça tombera jamais. Première compétence, je suis un dieu. Avant un jet d'attaque ou de défense, vous pouvez utiliser ce super pouvoir. Pour cette attaque, ce personnage ajoute les résultats blancs au total de réussite de son jet d'attaque ou de défense. De combien ça augmente les stats sur un jet blanc ? On passe à 5 phases sur 8, il me semble. C'est ça. Donc s'il l'utilise avec son attaque coup, ça veut dire que le nombre de dégâts moyens passe de 2,8 à 4,2, donc il a presque doublé. Pour illusion, il passe à 5,1, donc un petit peu moins rentable pour cette. Si, ça reste quand même assez rentable, proportionnellement un peu moins, mais oui. en valeur absolue, oui. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, pareil, mais bon, pour 2 points, c'est un bon investissement. Il va falloir qu'on ait des points, quoi, surtout. Parce qu'il y a mieux à faire avec ce personnage-là, en vrai.
Après, on a trompeur. Lorsque ce personnage est la cible d'une attaque, vous pouvez utiliser super pouvoir. Ce personnage peut avancer de la distance S. Si à la fin de son déplacement, ce personnage est hors de portée de l'attaque ou hors de portée de la ligne de vue de l'attaquant, l'attaque prend fin. Si c'est le tour d'activation de l'attaquant et que l'attaque ne cible pas plusieurs personnages, l'attaquant peut faire une autre action. Donc ça, c'est plutôt pas mal dans le sens si il est ciblé et il a quand même il a peu de points de vie. Enfin, il peut vite, s'il est blessé une première fois et qu'il n'a pas utilisé ses pouvoirs pour se recharger d'un point avec la compétence Asgardien, ça peut être utile de se dire bon bah je le mets de côté quoi. Je le cache derrière un bâtiment ou quoi, mais au moins il se prend pas d'attaque. Ça peut être pas mal, ça peut sauver. Après 3, je trouve ça relativement cher. Un peu cher. Mais ça reste quand même plutôt pas mal en termes. Enfin, ça peut nous sauver de pas mal de situations. Et en fait, dans le fleuve, je le vois bien faire ce genre de truc. J'aurais préféré que ça coûte 2, en vrai, parce que 3, c'est cher. Je suis d'accord, d'autant plus que c'est pas le personnage le plus précieux de l'équipe. Donc, Pour le moment. On va en parler après, mais pour le moment, oui, c'est pas forcément le personnage que je prendrais de base dans une équipe d'Asgardien. Alors, Dieu du mensonge, lorsqu'il se trouve à 4 de ce personnage, les personnages adverses doivent dépenser un pouvoir avant d'utiliser un super pouvoir. Actif ou réactif. Et ça, c'est quand même très très bien. Donc s'il est la cible de quoi que ce soit, et ben du coup, il fait utiliser les pouvoirs. Et ça, c'est plutôt pas mal. On a un deuxième personnage qui est un peu comme ça, après on va le présenter. Mais c'est chiant déjà si t'as pas beaucoup de pouvoir, mais en plus que tu dois en utiliser pour taper quelqu'un, ça devient relou, je pense. Ah non. Donc c'est vraiment ce qui peut être intéressant sur ce personnage, d'après moi. Moi, ce personnage en termes de stats, je le trouve pas extraordinaire, si ce n'est ce dernier super pouvoir qui peut bien emmerder l'équipe adverse. Parce que l'économie des points d'énergie est quand même des points de pouvoir est quand même très importante dans le jeu. Non, mais je suis d'accord, et c'est plutôt... enfin, moi, les points de pouvoir, c'est clair que c'est super utile. Après, moi, je suis pas aussi tranché que toi. Je trouve que c'est un personnage intéressant. Et je reparlerai après de la composition, comment je la vois, et pourquoi je le trouve intéressant. Je vais juste parler de ces 2 gemmes. Donc, il a une gemme esprit et une gemme espace. Alors, je suis en train d'aller voir les cartes pour pas me confondre. Donc, la gemme... Mind, donc la gemme esprit, ça coûte 1 de menace. Donc, ça nous fait un Loki à 5. Choisissez un personnage adverse à 3 et avancez-le d'une distance S. Ce super pouvoir ne peut être utilisé qu'une seule fois par tour. Ça permet d'avancer ses potes pour 2 pouvoirs. C'est plutôt pas mal, mais je suis pas forcément emballé par cette gemme. Et gemme de l'espace, c'est ça la deuxième? Ouais, de l'espace. Je crois qu'elle est un peu plus intéressante. Alors, attendez, excusez-moi. Je vais juste la récupérer. Donc elle coûte 2 pouvoirs, c'est un peu cher. 2 points de menace. Choisissez ce personnage ou un personnage allié à 3 de distance et placez-le à 2 de distance de sa position actuelle. Et une fois, ce super pouvoir peut être utilisé qu'une seule fois par tour et qui coûte 2 points de pouvoir. C'est cher. Après, il peut avoir des combos, je pense, mais j'ai pas forcément réfléchi. Si je devais en choisir une des 2, je lui mettrais plus la gemme de l'esprit, parce que déjà un Loki à 5, c'est déjà pas mal, je trouve. Mais l'intérêt de la gemme, c'est qu'il se fait un pouvoir de plus par tour. Et donc, en gros, tous les tours, il peut utiliser toutes ses attaques et tous ses pouvoirs. Et c'est là où ça devient peut-être intéressant d'avoir une gemme. Ouais. C'est vrai que ces 2 gemmes-là sont pas les plus intéressantes qu'il y a. C'est pas les meilleures, c'est vrai. Sachant que s'il est équipé d'une gemme, il gagne 1 point de pouvoir supplémentaire par tour. Donc, c'est ce que je précisais. C'est ça. Ce que je précisais juste avant, ça lui permet d'utiliser toutes ses attaques à tous les tours, en fait. Ouais. Une petite subtilité, quand il est en blessé, il gagne la compétence sur la compétence Dieu du mensonge. De plus, lorsqu'il se trouve à distance 4 de ces personnages, les personnages adverses ne lancent pas de dés supplémentaires lorsqu'ils obtiennent un résultat critique dans leur jet de dés. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi. Non, c'est la compétence, qui le rend un peu plus intéressant, clairement. Et sympa à jouer aussi. Ouais. Je propose qu'on passe à Ella.
Et là, c'est un personnage que je connais, l'histoire. je vais être franc, c'est un personnage que je connais beaucoup moins bien, qui est apparu dans Journey into Mystery, donc qui est issu également de la mythologie scandinave. C'est la reine de Hel, donc Hel, c'est un petit peu les enfers des Asgardiens, en fait, les guerriers valeureux vont au Valhalla, et ceux qui ne sont pas valeureux vont à Hel. Alors, dans la mythologie, c'est la fille de Loki. Je ne pense pas que ça soit évoqué dans Dans les le comics. MCU, Et dans le MCU, c'est la sœur c'est la sœur aînée la sœur aînée de Thor. de Loki et Thor. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc je dois bien avouer que elle a été. Non, je dois bien avouer que j'ai pas d'autres infos à vous donner sur ce personnage que je connais moins bien. Bah, c'est déjà pas mal. Après, y a pas, j'ai regardé aussi, il n'y a pas eu non plus masse de comics parlant d'elle. Je pense qu'elle a fait plus plaisir dans le MCU au final que dans les comics. Mm-hmm. Non, mais elle fait partie voilà, du panthéon du panthéon nordique, donc sa présence était logique. Ouais. Alors, du coup, je propose qu'on passe à la carte de personnage. Donc, on a encore un Asgardien qui vaut 4. Donc, ils sont pas donnés, ces fameux Asgardiens. Mm-hmm. Alors, en termes de stats, on a 6 de points de vie. Et elle se déplace à M, taille 2 et 4-4-4 en termes de défense. Notons que c'est une des meilleures défenses qu'on peut trouver dans le jeu, d'avoir 4 de partout. Ouais. Sa face blessée, elle perd 2 points de vie, ce qui la met à 4 points de vie, ce qui est relativement faible. Mais on a une petite capacité dont on va parler après, qui c'est la reine de Hel, et qui peut être intéressant si on manie bien la chose. Pour ce personnage, on a 3 attaques, 2 attaques physiques et une attaque psychique. Concernant l'attaque physique de base, portée 2, comme tous les Asgardiens jusqu'à présent, 5D, comme notre pote Loki et sa pote Valkyrie. Après la résolution de cette attaque, autant de pouvoir que de dégâts infligés. Saignement, elle va faire 1 à chaque tour à la personne à qui elle tape si elle a un effet. Et rappelons que l'effet, c'est une chance sur 8 de tomber. Et donc sur 5D, c'est 50%. C'est 55%. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. Une chance sur 2 de lui mettre un dégât à sa prochaine activation supplémentaire. Donc ce qui est un dégât de prix direct, quoi. Collecter les âmes. Et là, elle devient unique et intéressante. Portée 4, ce qui est plutôt pas mal. 6D pour un coup de 2. Donc on a une attaque qui est plutôt pétée, je trouve. Si cette attaque inflige au moins un dégât, après la résolution de cette attaque, ce personnage gagne un jeton d'âme captive. Donc à chaque fois qu'elle va taper un mec, elle va avoir un jeton d'âme. Donc ça, c'est plutôt bien et on le verra par la suite pourquoi. Pluie de Hel, donc 3 de distance, 7D, 4 de coups de pouvoir. Un petit peu plus cher que l'attaque Dragon de Fang de Valkyrie que je vais trouver plus rentable. Mais on est à portée 3 au lieu de portée 2, donc ça peut être utile. Portée 3, c'est une bonne distance, je trouve. Ouais. Si le personnage ciblé à la compétition spéciale saignement, donc si on lui avait déjà mis un coup avant et qu'il ne s'était pas soigné, il ne compte pas les résultats les résultats boucliers comme des succès dans son jet de défense. Non, c'est pas bouclier, j'ai du mal. C'est effet. Effet, pardon, je l'ai mal vu. Ce qui lui réduit quand même à 2 chances sur 8 au lieu de 3 chances sur 8 de pouvoir parer, ce qui est plutôt pas mal. Et elle a un effet explosion. Afin d'infliger les dégâts, les autres personnages à distance 2 de lui subissent 1 point de dégâts. Avec cette dé, rappelons, c'est à peu près 60% de chance de tomber sur d'avoir un effet. Donc c'est plutôt pas mal. Armée de Hel. Défausser 1 à 3 jetons d'âme captive, donc les fameux jetons qu'on obtient en faisant l'attaque collectée des âmes, ou je vais anticiper sur la déesse de la mort, où à chaque fois qu'un personnage est TBT ou KO, donc que ce soit un personnage ami ou un personnage ennemi, on obtient des âmes captives. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces âmes? Pendant la prochaine phase d'attaque de ce personnage, ajouter un dé à son jet d'attaque pour chaque jeton captif défaussé. Si un jeton captif a été défaussé après la résolution de l'attaque ciblée, le personnage ciblé reçoit la condition spéciale saignement. Rappelons qu'on ne peut pas cumuler les effets saignement. Si tu l'as 2 fois, ça peut le mettre qu'une seule fois. Donc en gros, elle aime bien faire saigner les gens, elle.
parce que quasiment dans toutes ces attaques, on le retrouve. Asgardienne, elle se fait 2 pouvoirs par phase. Là où ça va être intéressant, c'est son côté retourné. Donc effectivement, elle n'a pas beaucoup de points de vie. Mais en gros, si on arrive à garder systématiquement 3 jetons d'âme sur elle, on se retrouve toujours à un personnage full life. Donc effectivement, il y a un pouvoir qui lui permet de retirer tous ces dégâts en dépensant les... Non, c'est pas en dépense. Elle les dépense ou pas? Oui, elle dépense. Elle les dépense, mais du coup, elle revient full life. Elle revient pleine santé, ouais. Donc en gros, c'est plutôt bien parce que ça permet justement de pouvoir en fait dire on la met à un endroit et elle va y rester jusqu'à la fin, quoi. Si je lui économise toujours 3 jetons, ça peut aller très vite, surtout si on a un Thor à côté qui commence à faire des dégâts et à tuer un peu ou hébéter un peu en face. Moi je trouve ça bien. Voilà. Sachant que sur sa phase blessée, elle n'a que 4 points de vie, donc elle est rapide à mettre KO, et qu'elle ne peut cumuler que 3 jetons d'âme captive maximum. Oui. Donc ça veut dire que si elle les utilise un tour, il faut qu'elle récupère les 3 suivants. En gros, ça met un personnage à 8 points de vie. C'est ça. Parce que je pense que tu vas pouvoir le faire une fois. Après, pour avoir du mal à le faire une deuxième fois. Pour avoir tes 3 de plus, bah, c'est chaud. Et je pense que c'est pour ça qu'elle fait 4 points de vie. Parce qu'au final, 8 points de vie, c'est plutôt pas mal. Je propose qu'on passe aux cartes du pack. Donc, dedans, on a Prophétie Maudite. Réactive. Au début de votre phase d'activation, n'importe quel personnage allié peut dépenser 3 pouvoirs pour jouer cette carte. Ce personnage ne peut pas lancer de dés de défense contre les attaques physiques. De plus, ce personnage ajoute autant de dés à ses attaques que sa valeur de défense physique jusqu'au début de sa prochaine activation. Bah ça, c'est énorme. Surtout avec des personnages comme Hulk. Qui peut cumuler pas mal de dégâts, enfin pas mal de défense physique. Non, je crois que Hulk, il a pas beaucoup de défense physique. Non, il a pas beaucoup. Bêtise. Il a 2 de défense physique. Je dis une bêtise. Mais Thor, je crois qu'il a 4. Je sais plus exactement. Ouais, donc 4, ça peut être pas... Enfin, pour moi, c'est une carte qui peut être pas mal. Pour 3 de pouvoir, Enfin, un de pouvoir, ça aurait été mieux, mais bon, faut pas tout demander. Mais moi, je trouve que c'est une bonne carte. À mettre de côté, à posséder. Et en plus, tout le monde peut la prendre. Donc ça, c'est plutôt cool. Rivalité fraternelle. Si Thor et Loki sont à 2 de distance, ils peuvent chacun dépenser 1. Lancer Loki, le dieu du mensonge, d'une distance de M. Il ne subit pas de dégâts de collision. Les personnages adversaires entrant en collision lancent 2 dés, d'esquive en moins et reçoivent la condition spéciale déséquilibrée. Donc déséquilibré qui permet de... déséquilibré, ça t'oblige à dépenser une action le tour suivant. Donc on perd une action supplémentaire. Ouais. Et donc, du coup, 2 de moins pour se défendre. Donc, Loki, rappelons qu'il a une taille de 2, il me semble. Oui, il a une taille de 2, ce qui fait 3 de dégâts. Et ça veut dire que la personne se défend avec 1 dé. Donc, il est quasiment sûr de mettre 2 de dégâts dans la gueule. Donc, donc ça peut achever quelqu'un. Tu peux envoyer ton frère pour achever un mec. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Moi, en tout cas, si vous jouez les 2, je pense que c'est utile de prendre cette carte-là dans le roster. Je suis tout à fait d'accord. Et après, il y aura la gemme d'Infinity d'esprit dans le pack. On en a parlé tout à l'heure, donc je ne m'attarderai pas dessus. Voilà. Je propose qu'on passe au personnage suivant, qui est Enchantress. Et je te laisse nous présenter ce personnage. Donc Enchantress, encore une Asgardienne qui est arrivée dans Journey of Mystery 103. C'est un personnage qui est égoïste et manipulatrice et qui joue beaucoup sur la séduction. Et entre autres, elle avait choisi Thor pour qu'il devienne son partenaire parce que elle le considérait digne d'elle, mais Thor l'a rejeté. Thor était amoureux de Jane Foster, la terrienne, et du coup l'Enchantress l'a très mal pris et elle a essayé de tuer Jane Foster, et c'est comme ça qu'elle est devenue une adversaire de Thor. Au fil du temps, donc, Odin l'a bannie d'Asgard, donc elle s'est retrouvée sur Terre, accompagnée de l'exécuteur, un personnage qui va être son garde du corps en permanence. Et elle va rejoindre les maîtres du mal du baron Zemo,
Elle va devenir un adversaire assez régulier des Vengeurs. Mais c'est pas un personnage foncièrement mauvais, puisqu'elle est égoïste, manipulatrice, mais elle n'a pas de prétention de dominer le monde ou de détruire tous les humains. Et quand Asgard va être en danger, elle va généralement rejoindre les Asgardiens pour la défendre. C'est ce qui s'est passé dans le crossover Siège. Donc un personnage qui a été marié à Heimdall d'ailleurs pendant une période et qui est toujours aussi été à la fois proche et ennemi de Thor puisque clairement elle est attirée par lui, mais elle est tellement vexée qu'il ne s'intéresse pas à elle qu'à chaque fois elle est assez vindicatrice. Moi j'aime bien ce personnage. Déjà, quand tu dis c'est la reine de la séduction, ça m'étonne pas parce qu'elle est très jolie. Je pense que Thor, il est passé à côté de quelque chose. Enfin, quoique, si on regarde le MCU, c'est Padmé Amidala. Comment elle s'appelle l'actrice déjà ça vient pas là. Nathalie Portman. Donc, bon, j'avoue, dans le film, elle est quand même jolie, Nathalie Portman. Mais bon, voilà. En tout cas, je trouve ce personnage intéressant. Encore un défaut majeur, c'est qu'il coûte 4. Donc, on a beaucoup de personnages qui coûtent 4 dans l'équipe des Asgardiens. Mais bon, après, ça reste un personnage super intéressant. Et je propose qu'on prenne sa fiche de personnage pour que je puisse vous le présenter. Donc, on a un personnage qui a 6 points de vie, qui se déplace à M, et qui a une taille de 2. Et sur sa face blessée, qui passe à 5 points de vie. Toujours M, taille de 2 et 4 de menace. Au terme de stats, on a 2, 2, 5. Qui est plutôt très intéressant. Et je vais parler de cette défense mystique qui est à la fois un avantage et à la fois ce qui va causer sa perte. Et je vais m'expliquer aussi pour ça. Elle a donc enchantement. Lorsqu'un personnage ennemi cible ce personnage avec une attaque, il peut dépenser sa défense. Il peut utiliser sa défense psychique, quel que soit le type de l'attaque, sauf si le personnage attaquant paye 2 points de pouvoir. Et là, vous allez me dire, ouais, elle est pétée, elle a 5 de défense. C'est vrai, d'un point de vue, et c'est sa qualité, mais ça va être aussi sa faiblesse, parce que du coup, en fait, ce qu'on va faire sur elle, c'est qu'on va lui balancer des mecs ou des objets dans sa gueule. Parce qu'en fait, c'est juste une attaque qu'elle peut passer à sa défense de 5 et non pas en fait réceptionner une collision ou esquiver, parce que la compétence c'est esquiver. Oui. Ça lui permet pas d'esquiver les lancers. Esquive se base sur la défense physique, toujours. Voilà. Et donc du coup, ce qui fait que oui, elle est très bien. Donc désolé pour ceux qui regardent cette vidéo et qui n'avaient jamais vu cette subtilité-là, parce que maintenant, vous allez vous faire fracasse avec Enchantress. Mais moi, dès qu'elle est en face de moi, je lui envoie soit un de ses potes dans sa gueule, soit un objet de taille 3 dans sa tête. Et un objet de taille 3 dans sa tête, ça fait 4 touches directes. 4 touches avec 2 de défense. Il y a de fortes probabilités qu'elle se prenne entre 3 et 4 de dégâts. Et entre 3 et 4 de dégâts, l'attaque d'après, elle dead, quoi. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, je suis tout à fait d'accord. Il n'empêche que 5 de défense contre la plupart des attaques, ça reste quand même une défense très intéressante. Après, effectivement, il faut toujours calculer sur qui peut t'envoyer du décor dans les figures. En fait, direct, faut pas se leurrer, mais un gars qui va jouer Asgardien et qui va mettre Enchantress, si t'es un peu malin, pour la composition des équipes, de toute façon, faut dire la vérité, la compétence lancée, pour moi, est une compétence à quasiment avoir avec tous les personnages. Plus t'as de personnages qu'on lancé, plus ça va être compliqué à l'adversaire de pouvoir pas se mettre en danger, parce qu'il va pas pouvoir coller les trucs, donc il pourra pas se mettre à couvert, parce que s'il colle, voilà. Il peut pas coller non plus ses figurines, parce que s'il les colle, il se prend les collisions entre figurines. Donc voilà, ça devient très lourd et très compliqué. Donc, moi, je pense que lancer, c'est une compétence qu'on va forcément retrouver dans un roster. Donc, avec Enchantress en face, voilà. Après, c'est vrai que si elle n'est pas contre des personnages qu'on lançait en face d'elle, c'est vrai que soit ça va être un puits sans fond de dépenses d'énergie, soit on lui fera quasiment rien, quoi. Donc, bon. En tout cas, intéressant. J'aime beaucoup ce personnage quand même. Maintenant qu'on a dit sa plus forte qualité et sa faiblesse, je propose qu'on passe aux attaques. Donc, elle a une attaque énergétique en attaque de base avec un effet de zone.
donc un effet de rayon à portée 3, ce qui est plutôt pas mal. Et ça, voilà, pour une attaque à 0. Et sachant aussi que l'énergétique, c'est la défense la moins répandue sur toutes les figurines. C'est là où ça pêche le plus. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et par contre, ça lui fait pas gagner beaucoup de pouvoir. Elle va gagner qu'un seul pouvoir en faisant cette attaque. En revanche, si elle a un effet dedans, donc avec 5D, ce qui correspond, on a dit, à 55% de chance d'avoir un effet, avant d'infliger les dégâts, le personnage ciblé perd une blessure pour chaque effet du jet d'attaque, et ce personnage gagne le même nombre d'effets. Donc en gros, si on en fait un seul sur les 55% de chance, on va lui mettre... le personnage ciblé perd une blessure pour chaque effet, donc une blessure supplémentaire, et on va récupérer 2 points de pouvoir. Donc c'est plutôt pas mal. Ça compense le fait 2 points de pouvoir parce que j'ai compté le premier point de pouvoir qu'on a de base. Tout à fait. Séduction, attaque à portée 3, 7D, 3 points de pouvoir. Pas mal. On a comme un dragon de fang au niveau des stats, sauf qu'on a une portée de 1 supplémentaire. Et là, on a un truc à 3 effets. 1, 2, 3. Donc, première attaque, combien de pourcents de chance d'avoir un effet? Alors, tu as 61% de chance d'avoir au moins un effet. Donc tu as 61% de chance de le mettre ralenti. Donc ralenti, on dit le personnage ne peut se déplacer que en S, où il utilise une action pour s'enlever ce déplacement-là. Étourdi, 2 effets. Combien de pourcents de chance d'avoir 21% de chance d'avoir 2 effets. Donc c'est plutôt une chance sur 5 de l'avoir, donc c'est plutôt rare. Après la résolution de cette attaque, le personnage ciblé reçoit la compétence spéciale étourdi. Étourdi qui lui donne... peut pas relancer ses critiques, il me semble. C'est ça. Voilà. Et donc, rappelons que s'il a 2 effets, il va se taper donc ralenti et étourdi. C'est pas, il faut pas en avoir 1 puis 2. Donc, il faut pas que tu en aies 3 en tout. Il se tape tous les effets. Et si tu as 3 effets, donc il y a combien de pourcents de chance? 5% de chance d'avoir 3 effets. Donc, ça reste. Là, ça devient vraiment très rare. C'est de la boule, c'est du fun. Bon. C'est du fun. C'est comme un dans Blood Bowl quand tu passes la ligne d'arrivée, quoi. C'est ça. On va dire c'est un peu le même principe, quoi. Donc déséquilibré, 3 effets. Après la résolution de cette attaque, le personnage ciblé reçoit la compétence déséquilibrée, ce qui lui fait en fait une action en moins pour le tour pour se remettre en mode normal. Donc autant dire que si tu lui mets les 3 effets, il va pas faire grand chose malheureusement. Ouais. Autant dire que ça n'arrive quasiment jamais aussi. Alors, après, on a comme compétence à 3 points le baiser d'Amora. Choisissez un personnage ennemi à 1 de ce personnage. Déplacez un jeton item ou de civil détenu par ce personnage choisi. Ce personnage détient à présent ce jeton. En gros, quand les mecs ont des trucs, tu viens au corps à corps et au lieu de le fracasser, tu lui dis « Ah, mon coco, c'est à moi. Allez, file-le-moi. » Et ça, c'est plutôt pas mal. Il ne faut pas oublier que c'est un jeu à objectif. L'objectif, c'est pas. L'objectif, c'est pas de fracasser les autres. C'est ça. Tout à fait. Enfin, ça peut le faire aussi, hein, ça peut être sympa. Moi, j'aime bien la poutre pure aussi dans tout ce qui est jeu de figurines. Donc, pour moi, ça fait partie aussi du jeu. Par contre, oui. Mais on peut le jouer aussi, de jouer des objectifs, et ce personnage est vraiment bien indiqué pour ce type de jeu, quoi. Je pense à une mission. Si vous jouez Asgardien et que vous sortez donc Enchantress, il faut absolument mettre l'agent Skrull. Parce que comme ça, si c'est ton adversaire qui récupère l'agent Skrull, avec Enchantress, tu vas le faire chier, mais direct. Donc je pense que privilégier les missions où il va avoir un objectif seulement à tenir, avec elle, c'est le top du top. Et ça va faire chier. Le but, c'est de prendre cet objectif et de le mettre à couvert derrière notre personnage. Mais pas trop derrière non plus, parce que sinon, il y a l'effet boule de neige. Si tu l'envoies dessus, t'es direct dans sa faiblesse, quoi. Alors, l'enfer n'est rien en comparaison. Un coup de 3. Choisissez un élément de terrain à de taille 2 ou moins et à 3 et lancez-le sur une distance de M. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais ça coûte cher. 3... Ça coûte cher pour une taille 2, c'est un peu cher. Mais ça fait 3 de dégâts. Et on va dire que 3 touches de sur des défenses physiques à 3, si le mec il lui reste 1 ou 2 points de vie, pour 3 points de pouvoir, t'es quasi sûr, si le gars il a pas de moule, de l'achever en fait. Et ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien tout ce qui est lancé. De toute façon, je suis beaucoup dans cette strat-là. Donc,
Pour moi, toutes les compétences de lancer, c'est pété. Le chant des sirènes. Choisissez un personnage ennemi à 3 de distance et avancez-le d'une distance de S. Un personnage ennemi, un personnage ne peut avancer qu'une fois par tour. Ça peut être utile, mais je trouve ça cher. S, ça reste petit comme distance. Mhm. Et après, on a fait le tour de toutes ces compétences. Pas de changement particulier sur sa face retournée. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur ce personnage? Non, moi, c'est un personnage qui me plaît énormément en termes de jeu. C'est clair que effectivement, sa capacité enchantement a une faiblesse, puisque ça n'en prend pas en compte les lancers, mais ça reste, ça lui offre quand même globalement une très très belle protection. Et j'aime beaucoup le baiser d'Amora qui lui permet de voler les jetons des adversaires. C'est quand même assez sympa. Ouais, moi, c'est cette compétence-là qui fait que le personnage est pété. Et puis sa défense aussi, qui est plutôt pas mal. Mais bon, voilà, il y a la parade. Mais j'avoue que maintenant que je connais la parade, parce qu'au début, tu le penses pas forcément, mais maintenant que je connais la parade, moi, dès que je vois une enchantresse en face de moi, il faut que je lui envoie un objet dans sa gueule direct. C'est sans négocier. Je propose qu'on passe à notre dernier personnage actuel des Asgardiens, qui est Angela, et je te laisse nous présenter ce personnage. Effectivement, Angela, c'est un personnage un peu particulier parce qu'il n'est pas né chez Marvel. En fait, il est né chez Image Comics. Image Comics, c'est un éditeur de comics qui, entre autres, édite Spawn, qui est né dans les années 90 et qui, contrairement à Marvel ou DC, donne de la liberté à ses artistes et entre autres, les artistes sont propriétaires des personnages et des histoires qu'ils vont créer. Et donc cette maison d'édition a été créée par Todd McFarlane, et Todd McFarlane est l'auteur du comics Spawn, et il a invité d'autres auteurs à venir écrire quelques numéros de Spawn, et ça a été le cas, entre autres, de Neil Gaiman. Neil Gaiman, c'est un auteur très, très connu dans le comics, mais aussi un auteur de romans à succès. Et c'est Neil Gaiman qui a créé le personnage d'Angela, une ange mercenaire qui va être à la fois un adversaire et un allié de temps en temps du personnage de Spawn. Et puis, quelques années plus tard, il va y avoir un désaccord entre Neil Gaiman et Todd McFarlane. Et Todd McFarlane va partir et va récupérer les droits qu'il a sur les personnages qu'il a créés, et dont, entre autres, Angela. Sauf que lui, ce personnage ne l'intéresse pas particulièrement, donc il va revendre ses droits sur ce personnage, il va le revendre à Marvel, qui va l'intégrer à partir de 2013 dans ses propres histoires. Et chez Marvel, on va expliquer que Angela, c'est Aldrif, une des filles perdues d'Odin, donc une sœur de Thor, qui avait disparu il y a des milliers d'années, qui était en fait dans le 10e royaume, parce que dans la mythologie scandinave, dans la mythologie nordique, il y a les 9 royaumes, et ben en fait, il y avait un 10e royaume, Even, qui ressemble très fort au paradis, quoi. Il y avait un 10e royaume, Even, dont tout le monde ignorait l'existence, et c'était là que se trouvait Aldrif, qui se trouvait Angela. Et Angela va Even va être attaqué par un espèce de rejeton d'Ultron. Angela va identifier que ce robot vient de la planète Terre, donc elle décide de partir sur la planète Terre pour un petit peu botter le cul aux terriens qui lui auraient envoyé cette créature. Et sur la route, elle va tomber sur les gardiens de la galaxie, et elle va s'associer à cette équipe, et donc elle va avoir ses aventures avec les gardiens de la galaxie, jusqu'à créer sa propre équipe, les Asgardiens de la galaxie, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Bah, moi, je connais pas du tout ce personnage à la base. Par contre, en termes de jeu, il est plutôt pas mal. Donc, ça me donne envie de le découvrir un peu plus dans les comics. Et on en avait parlé en off, mais je pense que la série avec les Asgardiens, c'est là où je vais plus me pencher là-dessus. Je propose qu'on mette la feuille de personnage. Alors, on va regarder ses stats. Bah, comme pas de secret, tous les Asgardiens coûtent cher. Il n'y a que des personnages au-dessus de 4, excepté Valkyrie qui coûte 3. Bah, elle fait 5, donc elle est aussi chère que Thor. Bon, c'est un Thor bis. C'est un Thor bis en force.
Enfin voilà, on va fracasser du crâne quoi. Et elle est forte. Franchement, elle est forte. Moi, je la kiffe. Mais bon, le problème, c'est qu'on peut pas sortir trop de mecs qui font 5 comme ça. Enfin, de toute façon, plus les personnages sont serres, plus ils sont pétés, faut dire la vérité, quoi. Donc là, en termes de stats, on a 6 points de vie. Par rapport à Thor, il en avait 6 aussi, si on compare. Là, elle se déplace à L. Thor, il me semble qu'il se déplace à M. Donc là, elle est plutôt rapide. Et d'ailleurs, on va voir, mais dans l'ensemble, toutes ces stats, elles vont permettre d'aller vite, de se déplacer vite, d'aller vite au contact. Elle veut taper des gens, quoi, direct. Donc voilà, et en termes de stats, 4-4-4, donc c'est plutôt pas mal. 7 points de vie sur sa passe blessée, Thor en a 8, donc elle a 1 point de vie de moins que Thor pour le même coup. Et elle se trouve avec 3 attaques. Une attaque à 0 portée 2 sidée, donc on a exactement la même chose que Thor. À exception faite, c'est qu'elle n'a pas lancé, mais elle a placé le personnage à distance 2, donc placé, il n'y a pas de dégâts, même s'il y a collision. Donc un peu moins bien que Thor. Non, pardon, c'est placer ce personnage, donc c'est nous-mêmes. C'est oui. Elle qui se déplace. Elle se déplace. Pardon, donc j'ai mal expliqué. Donc je disais, oui, elle avance super rapidement, donc en gros, elle fait une attaque, et après, elle peut se rapprocher au corps à corps de la personne à qui elle l'a fait. Parce que distance 2, elle peut se déplacer de 2, ou alors elle peut aller vers un autre personnage. À l'opposé. À l'opposé, donc elle peut traverser le champ ennemi. Donc c'est plutôt pas mal. La deuxième attaque, portée 4, 5 dés, donc c'est plutôt pas mal pour c'est moyen, mais c'est plutôt bien. On a dit 3 chances, 3, quelque chose de chance de toucher. Et un pouvoir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est si elle a un effet sur 5D, ce qui correspond à 55%. Je pense que c'est le truc que vous allez le plus retenir de la vidéo. Donc 55% de chance de pouvoir se déplacer de S. Donc distance 4, ça fait pas mal. Plus, imaginons, elle s'est déplacée de L. Elle attaque à distance 4 et elle se redéplace de S. Bah, c'est plutôt bien. Hein. Elle fait une petite trotte sur le terrain. Elle peut aller plus loin que la moitié du terrain dès le tour 1. Et sa dernière attaque, colère d'Even, 3 de distance, 4 dés à envoyer et 3 pouvoirs, en sachant qu'on rajoute les dés, la taille de la cible, ce qui va dire en ce moment entre 1 et 4, en sachant que 1, il n'y a que 2 personnages, donc on va pas forcément les compter. Il y a Rocket Raccoon, et c'est qui le deuxième ? Non, moi je pensais plutôt au Tiny. À la guêpe et Ant-Man. Et l'homme fourmi. Ouais. Voilà, donc là, eux, ils font 1 en taille. Donc là, on aura une attaque à 5D. Autant dire que c'est pas à eux qu'il faut la jouer. Par contre, je pense à Miss Marvel, enfin Miss Hulk, qui elle, 8D sur la gueule de Miss Hulk. Donc c'est plutôt pas mal. En moyenne, je pense qu'on aura 6D. Entre 6 et 7D max. Mais c'est plus rare le 8D. Fendoir, bon, c'est un peu un délire, hein, parce que 2 critiques, un effet. Je sais pas si tu t'es amusé à faire les stats sur combien de chances. Avec 6 dés d'attaque, donc ce qui va être le cas la plupart du temps, tu vas avoir 9% de chance de sortir cette combinaison. Donc une chance sur 10 de pouvoir le faire, ça reste faible. Bon, après, c'est marrant. Après la résolution de cette attaque, ce personnage peut effectuer une attaque colère d'Even. Donc, elle remet une attaque en plus sans payer le coup. L'attaque supplémentaire doit cibler le même personnage. Autant dire que si tu la compares à Dragon Fang de Valkyrie, ça reste pas... Enfin, elle est moins bien que Dragon Fang pour le même tarif. Faut pas dire... Enfin, voilà. Pourtant, le personnage est quand même plus pété. Donc, c'est là qu'on se rend compte que Valkyrie, c'est quand même... Elle est plutôt forte. Hein. Sauf si tu as vraiment des personnages de grande taille dans l'équipe adverse. Tu auras un dé supplémentaire, mais tu feras qu'une attaque. Contre un personnage de taille 4, ouais. Ça te fait 8 dés. Hein. Oui, ça te fait 8 dés, mais tu n'auras pas d'attaque supplémentaire. Avec l'autre, tu as 10% de chance de l'avoir. Avec Dragon Form, tu auras 14 dés, quoi qu'il arrive. Donc, je suis désolé, pour le même prix, c'est mieux Dragon Form. Même si les personnages sont grands autour d'elle. Juste si tu arrives à toucher un mec de taille 4 et à faire le fendoir, ouais, tu auras 16 dés au lieu de 14. Mais 10% de chance de le faire. Donc, bon, après, ça reste quand même une attaque intéressante. La puissance d'Odinsdottir. Choisissez un élément de terrain interactif de taille 4 et à moins de portée 2 et lancez-le sur une distance M. Bah, tu vois, pour 2 pouvoirs, bah ça, c'est 1000 fois mieux que la colère d'Even.
Parce que, bon, alors déjà, on va se le dire, si vous jouez Angela, pensez à peindre des décors ou à mettre des décors de taille 4 dans le jeu, quoi. N'hésitez surtout pas à blinder, quoi. Mettez pas des poubelles, mettez des décors de taille 4. Ou multipliez les Daily Buggles. Mais d'ailleurs, on a quoi comme décor de taille 4 actuellement? Il y a le camion citerne qui était de taille 4. Ouais. Je pense Et que après, sinon, ils mettent dans les décors des officiels. marquettes. Des marquettes. Donc après, c'est un truc, on va dire, un peu plus gros que le Daily Buggles. Mais bon, à s'arranger. En tout cas, actuellement, je ferai en sorte de m'arranger avec mon adversaire pour mettre au moins 1, voire 3 décors, voire 4 décors de taille 4 si je joue en direct. On va le voir venir. Non, mais franchement, ça, c'est pété. Rappelons donc que quand c'est lancé sur un décor de taille 4 et que tu le reçois dans ta gueule, c'est 5 touches directes. Et 5 touches directes, il faut combien de dés pour arriver à cette stat-là? Je t'avoue que je ne l'ai pas calculé. Mais on va dire pour plus avoir de une moyenne 10. de 5 dés. Plus de 10 à vue d'œil. Ouais, à vue non, d'œil, il faut clairement. plus de 10. Donc, c'est comme si c'était une attaque de taille de dégâts 10. Donc, de 10 dés, donc c'est plutôt pas mal. Moi, je suis convaincu de cette attaque. Et sur des gens qui n'ont pas beaucoup... Enfin, tu vois, si tu envoies un objet de taille 4 sur sa pote enchanteresse, bah, tu la fracasses, quoi. Faut pas se leurrer. Et sur du 3D, tu vas parer quoi? Les grands maximum 2 blessures. Donc 5 moins 2, tu mets 3 de dégâts quoi qu'il arrive pour 2 de pouvoir. C'est quand même plutôt bien. Après, on a Assassin Angélique. Si ce personnage est bête ou met KO un personnage ennemi pendant son activation, ce personnage peut utiliser ce super pouvoir. Ce personnage avance immédiatement d'une distance de S, puis effectue une attaque Zyphos. On voit que tout ce qu'elle fait, elle avance. Et en gros, elle est là pour taper, pour faire du dégât. C'est ça, c'est le personnage mobile et offensif au possible. Et de la même façon, hop, on envoie l'objet, on le bête, hop, on peut dépenser 2 de plus, se déplacer et taper. Exactement. Donc, bien ça. Asgardienne, comme tout le monde, et Ruban Vivant, où là, les personnages ennemis ne peuvent pas faire chevaucher le gabarit de déplacement avec le socle de ce personnage. Alors, je comprends pas pourquoi ils précisent cette règle-là. J'ai une petite idée, mais je suis pas sûr que ce soit officiel, donc j'aimerais ton avis sur la question. Pour moi, en fait, si les personnages ne peuvent pas chevaucher, ça veut dire qu'en gros, si un personnage est lancé sur Angela, bah, comme il peut pas chevaucher, elle n'est pas affectée par la collision. Je sais pas ce que tu en penses de ça. Je suis pas sûr de ce que j'avance. Mais en fait, sinon, il va falloir m'expliquer c'est quoi l'intérêt de ça. Et deuxième chose, les personnages ennemis ne peuvent pas relancer ou modifier leur jet d'attaque, donc ça, c'est super badass. Et voilà. Dans ne peuvent pas relancer, est-ce qu'on inclut les critiques ou pas? Je pense pas, mais... Parce que sinon, non, sinon ce serait précisé les comme critiques te permettent de jeter un dé supplémentaire, ça ne te permet pas de relancer un dé. Voilà. Donc de la façon dont c'est écrit, effectivement, les critiques ne sont pas comptées dedans. Par contre, effectivement, toutes les compétences type Spider-Man et compagnie, c'est un sacré... Alors, Spider-Man, non, parce que Spider-Man, c'est la défense, et là, il s'agit des jets d'attaque. Mais par contre, oui, quand tu l'attaques, elle, tu peux pas relancer. Par exemple, je pense à Baron Zebo, qui te permet de relancer un dé à chaque jet d'attaque. Bah là, tu peux pas. Du coup, qu'est-ce que tu penses de ce fameux gabarit de déplacement qui peut pas chevaucher? Moi, je ne le voyais pas dans le sens, dégâts. Parce que je voyais vraiment dans le sens déplacement, puisque il me semble tu peux pas passer au travers d'une figurine, quoi qu'il arrive. Tu peux pas. Si ta figurine elle heurte une figurine, tu t'arrêtes devant elle. Donc, j'arrive pas forcément à trouver l'intérêt de ce pouvoir-là. En tout cas, là, j'ai pas la réponse. J'ai pas eu le temps de forcément trop creuser. Je pensais que toi, t'allais pouvoir m'aiguiller, mais je propose que peut-être dans les commentaires, on puisse avoir... on pourra l'aborder. Ou même vous, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et nous dire ce que vous en pensez. Le but, c'est pas qu'on aille chercher là et qu'on essaye de trouver forcément une réponse. On va perdre trop de temps sur ça. Donc, on reverra ça plus tard et on reviendra vers vous pour ça plus tard. Je propose qu'on passe aux cartes de personnages inclus dans
dans cette faction. Alors, on a blessure grave. Pendant la phase d'activation d'un personnage, lorsqu'il cible un personnage ennemi avec une attaque, il peut dépenser un pouvoir pour jouer cette carte. Si le personnage ciblé subit des dégâts de cette attaque, le personnage ciblé ne peut pas voir ses dégâts retirés sur ce tour-ci. Donc, ça peut être intéressant si en face de toi, tu as une faction qui peut se soigner et que tu as vraiment un mec qui a un objectif comme, je vais prendre l'exemple de l'agent Skrull, et tu veux vraiment le péta et qui se fasse défoncer, bah au moins tu lui mets au moins des dégâts certains avec une grosse attaque. Je pense à une attaque de Thor ou une attaque de Valkyrie, de Dragon de Fang, et derrière le mec il peut pas se soigner, au moins tu es sûr que tu vas pouvoir aller essayer de l'éliminer sur ce tour-ci. Après, on a Marginaux Adorables. Donc, on a une carte des Gardiens de la Galaxie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi une carte des Gardiens de la Galaxie dans un pack Asgardien ? En fait, c'est parce que Angela fait partie, elle est affiliée aux Gardiens de la Galaxie de par l'histoire d'Angela chez Marvel et effectivement, officiellement, elle y est rattachée. Je te le fais préciser parce qu'il me semble que tout à l'heure, dans le fluff, tu n'en as pas forcément parlé, ou j'ai pas forcément enregistré. Et donc, du coup, c'est bien de savoir qu'il y a aussi des arcs avec les Gardiens de la Galaxie. Alors, n'importe quel nombre de personnages Gardiens de la Galaxie peuvent jouer un pouvoir, chacun pour jouer cette carte. Chaque personnage ayant payé cette carte lance un dé. Sur un résultat critique ou effet, il peut immédiatement soit effectuer une attaque avec un coup de pouvoir de 0, soit gagner 2 pouvoirs. Sur un résultat de défense, les personnages ennemis à 3 de ce personnage et détenant ou contestant un jeton d'objectif subit une blessure. Sur un résultat de... Ah non, alors c'était pas de défense, pardon. Les dés sont petits là quand je regarde. C'était un résultat critique. Et sur un résultat de défense ou blanc, ils peuvent avancer immédiatement d'une distance de S. Sur un résultat crâne, le personnage et tous les autres personnages à 2 reçoivent la condition spéciale étourdie. Effectuez et complétez le jet de chaque personnage dans l'ordre de votre choix avant de passer au suivant. En gros, je trouve que c'est une carte fun à avoir avec les Gardiens de la Galaxie. Ça coûte pas trop cher. Ça coûte pas trop cher. Alors, précisons que quand ils disent n'importe quel nombre de personnages gardiens de la galaxie, c'est pas avec l'affiliation gardien de la galaxie, mais c'est qui peuvent être gardiens de la galaxie. Exemple, si j'ai 5 personnages et que je joue 3 personnages gardiens de la galaxie et 2 personnages autres que des gardiens de la galaxie, j'aurai que les 3 personnages gardiens de la galaxie qui pourront faire cette compétence-là. Donc ça, c'est important de le préciser. Et je trouve ça fun, en fait. C'est de l'aléatoire, mais c'est quand même fun. Enfin, les effets sont pas mal. Après, t'as pas de chance si tu tombes sur l'effet qui va pas te faire d'effet, justement, comment ta partie elle est configurée, mais c'est plutôt bien. Je sais pas ce que t'en penses. C'est rigolo. C'est vraiment rigolo. Moi, j'aime bien les côtés aléatoires. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc, je suis preneur. Asgard, pont en arc-en-ciel. N'importe quel nombre de personnages alliés d'Asgard peuvent dépenser 3 pour jouer cette carte. Les personnages ayant payé cette carte sont placés à 3 de leur position actuelle. Ça, c'est énorme. Hein. C'est énorme parce que ça permet tour 2 de faire avancer tout le monde de distance 3. Et ça peut être super utile, surtout avec des gens lents comme... Enfin, ils sont pas trop lents, ils sont plutôt moyens, les Asgardiens, mais ça permet de bien se répartir sur tout le terrain. Après 3, c'est quand même pas donné. C'est coûteux. Mais je pense que c'est une carte qui peut être intéressante à posséder dans un roster de Asgardiens. Alors, je propose qu'on passe un peu à notre conclusion et notre petite constitution de roster. Alors, moi, je vais commencer par la mienne et puis je vais te laisser prendre la parole par la suite. Donc, pour moi, les 3 personnages à mettre avec les Asgardiens, ça va être Thor, Valkyrie, déjà de sûr, ces 2-là. Et après, mon 3e personnage, je choisirais soit Loki, soit Enchantress. Et j'aurais plus tendance à mettre Enchantress, même si on a vu qu'elle a ses faiblesses, mais le fait qu'elle puisse jouer les objectifs, etc., ça va forcément faire chier l'autre. Et même si... moi, je vois si j'ai une Enchantress en face de moi, je pense que je vais forcément m'attaquer à Enchantress dès le départ. Enfin, je vais vouloir m'en séparer le plus vite possible. Donc, soit d'un côté,
si moi je la joue, ça permettra que mon adversaire s'acharne sur elle et donc je serai concentré avec d'autres personnages et je pourrai fracasser avec Thor. Soit, soit elle va pouvoir le faire chier et récupérer les jetons objectifs. Et Loki, ce serait mon troisième personnage selon de comment j'ai envie de jouer et ce que j'ai en face. J'adapterai selon ce que j'ai en face. Mais pour moi, les trois essentiels, ça va être ceux-là. Toi, tu penses quoi? Moi, je m'accorde avec toi, Thor étant le leader, forcément, si on veut pouvoir bénéficier de sa compétence, il faut qu'il soit dans l'équipe. Valkyrie est clairement le personnage que je mettrais systématiquement avec les Asgardiens et même d'une manière générale dans à peu près, dans beaucoup de mes compositions. Je serais aussi sur Enchantress comme troisième personnage, mais moi j'hésiterais peut-être avec Angela qui, si on veut faire un jeu très agressif, est très 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 bien. La seule chose qui me retiendrait, c'est le coût, effectivement, avoir deux personnages. Ça coûte 12 points. Voilà. Donc ça dépend ce que ton personnage en face il a pris comme mission. Et je te rappelle, si tu as un chieur comme moi en face qui joue par exemple Web Warrior, parce que pour le moment, je kiffe toujours mes Web Warriors, donc t'as du 15 points en face, 15 points, tu peux pas sortir tes Asgardiens. C'est difficile. Parce que si tu pars sur des équipes à 3, si tu pars sur Angela, ça va te faire 5-5-3, t'es à 13. Ouais. Ça laisse pas beaucoup de marge pour mettre un quatrième personnage. C'est un personnage de niveau 2, quoi. En quatrième personnage. Mais du coup, tu vas tomber sur des Web Warriors qui vont avoir 5 personnages et qui seront plus ou moins équilibrés, en sachant que toi, t'auras... Enfin, si je te péta direct, comment elle s'appelle Valkyrie. Non, Valkyrie. Non, là, tu prends oui, dans la composition, il y a plus de Valkyrie, ça va être plus difficile après à maintenir les zones et les objectifs, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, oui, mais clairement, les Asgardiens coûtent cher. Donc, clairement, il faut partir sur une faction, on va dire... Enfin, sur des missions qui valent entre 19 et 20. Là, on voit si on part sur... parce qu'en gros, pour moi, et là, elle est intéressante, mais... À choisir, je sortirais pas forcément Ella. Mais ma combo, on va dire, où je pourrais m'éclater avec, ce serait Thor, Angela, Enchantress ou Loki, ça dépend ce qu'on veut, et Valkyrie. Et avec 19, ça te fait une figurine supplémentaire à un coup 2, ou à 20, ça te fait une figurine supplémentaire à un coup 3. Et par exemple, un Baron Zemo dans l'eau, ça peut être sympa, quoi. Donc, je choisirais des missions à 19-20 pour sortir, on va dire, le gros fleuve d'Asgardien. Effectivement, il vaut mieux compter sur des missions avec un haut niveau de menace. Mais ceci dit, si on part sur 20, faut pas oublier que les autres, ils ont aussi 20 pour se défendre, et 20, ça fait des belles compositions, quoi. Est-ce que toi, du coup, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette composition et de comment on peut la faire? Non, je te laisserai conclure sur ce sujet-là. Eh ben, moi, j'ai pas plus de choses à dire. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Après, comme on le dit, c'est plutôt compliqué de pouvoir expliquer des rosters parce que, je le répète, pour moi, un roster, c'est constitué de 2 équipes. Une qui va être plutôt jouée pour les coups inférieurs et une qui va être plutôt jouée pour les coups supérieurs. Et c'est compliqué de se positionner. Il y a tellement des milliards de possibilités qu'on peut pas vraiment vous donner un roster. En tout cas, je pense qu'un roster est toujours composé de 3 figurines de base et c'est ce qu'on explique dans cette partie-là à chaque fois qu'on veut jouer tel ou tel clan. Je propose qu'on finisse avec les futures sorties, donc des spéculations. Et je te laisse présenter les spéculations. Ouais, on va très rapidement. Je suis assez convaincu qu'on va avoir Heimdall et l'exécuteur Scourge parce qu'ils sont apparus tous les deux sur les cartes tactiques. Donc généralement, les personnages qui apparaissent sur les cartes tactiques, on les voit souvent arriver quelques mois plus tard en figurine. Je serais je serais peu étonné de voir également Thor femme, donc Thor Jane Foster, parce que c'est un personnage qui est très mis en avant par Marvel actuellement. Bah oui. Et moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est d'autres personnages qui ont eux aussi porté le marteau Mjolnir, à savoir l'extraterrestre Beta Ray Bill,
Thunderstruck, qui est un humain qui a aussi porté le marteau. Ces deux personnages se sont vus offerts par Odin, respectivement, deux marteaux chacun après avoir porté Mjolnir. Donc Odin avait des promotions à la quincaillerie. Et puis un personnage que j'adorerais, mais je ne pense pas qu'on verra, ça serait Throg, la grenouille tonnerre, qui est en fait une grenouille qui a récupéré un tout petit fragment de Mjolnir, qui a été digne de le porter, et qui est devenu un Thor, voilà, une grenouille Thor. Et donc ça serait excellent de pouvoir le voir en figurine, même si j'y crois pas vraiment. Ouais, ça fait un peu un Battletoad, quoi. Comme dans le jeu vidéo Battle Thor. Tout à fait. Bah ouais, non, mais moi je suis plutôt emballé par ce que tu as dit. Et j'avoue, si une devait sortir et que je trouve stylée, ce serait Heimdall. J'attends de voir. Voilà, Heimdall, je pense que ça me plairait. Et je veux voir. Enfin, j'espère que ce sera un personnage de grande taille, justement, et pas forcément trop cher. Ça pourrait être sympa. À voir. En plus, les compétences, je vois tout. Enfin, il y a moyen de faire un truc intéressant avec ce personnage. Tout à fait. Voilà. En tout cas, les barbus, c'est ce qui nous amène à la fin de cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à poser vos remarques ou vos questions dans les commentaires, à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, nous, on a passé un très bon moment. Philippe, est-ce que tu as passé un bon moment ? Ah, c'est toujours un plaisir, j'adore ces discussions. En tout cas, c'est un plaisir partagé. On aura l'occasion de faire d'autres équipes. Là, c'est la deuxième. En projet, on aura peut-être l'équipe des X-Men ou l'équipe de la confrérie. Enfin, il y a pas mal de projets qui vont se présenter juste après. Donc, à très bientôt et que le poil soit avec vous.